Et c'est maintenant la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Horus Donkovi et Zana Sadio Hechou. On va maintenant parler du Sénégal avec l'adoption d'une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est dans une séance plénière marquée par les débats nourris autour donc de la transparence de la gouvernance que les députés donc de cette 15e législature au Sénégal ont adopté donc deux projets de loi, dont l'un instituant le statut et la protection des lanceurs d'alerte et celui relatif à l'accès à l'information. Alors, pour le projet de loi qui est consacré à la protection des lanceurs d'alerte, c'est une première au niveau du Sénégal qui crée donc un cadre juridique complet en faveur des lanceurs d'alerte. Ceux qui signalent des faits de corruption, de détournement ou de fraude sont désormais couverts par plusieurs garanties. Quelques-unes: protection intégrale contre les représailles, anonymat garanti, récompense financière, immunité en cas de participation, immunité pénale et civile pour la collecte de preuves. Le Sénégal va très loin. Oui, après je trouve que, moi à mon sens je trouve que c'est pas mauvais. L'essentiel est que on ne tombe pas dans les excès et que lorsqu'il y a dénonciation, que cela soit des dénonciations convenables, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de diffamation ou de vindicte ou ainsi de suite. Sinon oui, moi je trouve quand même que alors lorsque l'État sénégalais couvre les lanceurs d'alerte, il ne couvre pas des lanceurs d'alerte d'un parti spécifique. Donc lui-même, en couvrant les lanceurs d'alerte, protège ceux qui vont le bombarder demain. C'est-à-dire s'il ne travaille pas convenablement. Et moi, je trouve que pour des pays qui veulent lutter contre la corruption, un certain nombre de phénomènes, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on sait comment, au sein de nos pays, l'information est quadrillée. Nos journalistes ont peu de voix, nos journalistes ont peu de possibilités, et très souvent ce qu'ils mettent dans la balance quand ils essaient de dénoncer, c'est parfois leur propre vie ou celle de leur famille. Et donc s'il y a comment dirais-je, une méthode, une loi qui va protéger les lanceurs d'alerte, qui va protéger ceux qui vont à un moment surveiller la gestion de la cité, oui, pourquoi pas. Ça, moi, je trouve que ça vaut le cas d'essayer. On ne peut rien avoir sur cela. Zana? Oui, en réalité, je pense que c'est vraiment un problème parce que il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à cette situation embarrassante. Parce que peut-être vous travaillez dans une société, vous remarquez des irrégularités qui sont cautionnées par le management. Et quand vous vous amusez à signaler cela à l'externe, vous pouvez être poursuivi. Vous pouvez pour, comment on appelle, divulgation de peut-être de secrets professionnels. Si vous suscitez le débat en interne, vous risquez d'être écarté et mis au placard. Donc je crois que à partir d'un moment, le débat peut être posé sur des gens qui sont de bonne foi, de bonne moralité et qui ne cautionnent pas que l'on puisse travailler dans l'illégalité. Il y a ce problème-là d'une part. Et je pense que ces personnes, il doit y avoir des mécanismes juridiques pour les accompagner quand ils décident de signaler. Mais de l'autre côté, je pense qu'on ne doit pas confondre un lanceur d'alerte, une personne qui non seulement fait un signalement, mais est en mesure d'apporter des preuves qui soutiennent. Il ne faut pas confondre un lanceur d'alerte à un délateur. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre togolais, il y a beaucoup de situations, moi, qui m'interpellent. Et pas plus tard que le week-end passé, mais il y a un individu, je donne un exemple précis, qui s'amuse à dire que Aura Bank appartient au président de la République, au président du Conseil, qui s'amuse à raconter que Onomo appartient au président du Conseil. Et là, sur la lignée, on n'avance aucun début de preuve. On n'avance aucun document qui l'atteste. Moi, j'ai travaillé à Aura Group. Donc, qui est détenu majoritairement par Emerging Capital Partners. Mais quand on est en mesure de raconter ces énormités
sans qu'il y ait aucune preuve, aucun début de preuve. Même ici, là où on est, Eurus, le même monsieur a raconté que nous, quand on vient ici, on nous paye. Que New World appartient au président du conseil. On nous paye, vous êtes venu, on vous a payé. Ça, je peux l'attester. Aucun intervenant de New World ne reçoit pas de paiement pour ses interventions. Mais parfois, on s'en plaint, nous nous en plaignons parfois. Nous les remercions parce qu'ils se déplacent à leurs propres frais, donc, ils viennent animer le débat, ils ne sont pas payés. Peut-être dans un avenir proche, c'est un plaidoyer. On va le prendre comme ça. et donc, moi, personnellement, moi, je suis interpellé quand de telles énormités peuvent être sorties d'une personne qui se présente comme un journaliste d'investigation. Quand on fait une investigation, c'est qu'on est en mesure de documenter ces allégations. On ne peut pas rester constamment dans des allégations et puis inventer la casquette fictive de journaliste d'investigation pour dire des sottises, des âneries, des choses qu'on ne peut pas démontrer. Et donc, je le dis encore, c'est quoi un lanceur d'alerte aujourd'hui? Vous prenez la question que je voulais poser. Oui, c'est quoi un lanceur d'alerte? Comme je l'ai dit, c'est une personne peut-être qui a une information. Pas des bruits de couloir. Tu as l'information, tu as des preuves. Et justement, c'est parce que tu as des preuves qu'on peut se retourner contre toi. Parce qu'à partir du moment que tu sors les preuves, tu deviens la cible de personnes, de réseaux mafieux. Et je crois que cette initiative du Sénégal, c'est à saluer. Parce que il faut aussi les comprendre. Ils sont dans une logique d'assainir tout ce qui a été mal fait en termes de gestion durant des années. Et donc, ils ont besoin aujourd'hui que des gens qui avaient travaillé dans ce système-là puissent leur révéler les choses pour pouvoir honorer les promesses d'assainissement de la vie politique, de la vie politique qu'ils ont promis à leurs électeurs. Donc aujourd'hui, créer ce cadre-là, c'est encourager ces personnes qui sont restées peut-être fidèles à l'ancien système et qui connaissent et qui détiennent des preuves des détournements, des malversations qui ont été commises peut-être sous l'ère Macky Sall, d'avoir le courage de venir sortir les dossiers pour que cet assainissement politique, économique et budgétaire soit fait. Alors justement, dans le texte qui est voté par les députés, les garanties, il y a l'immunité pénale et civile dont je parlais tout à l'heure pour la collecte des preuves, c'est-à-dire aucune poursuite n'est possible si le lanceur d'alerte soustrait des documents pour appuyer son signalement. Et Zana le dit si bien. On est lanceur d'alerte, c'est une chose, mais encore faut-il prouver ses dires. Alors, parce que ça va devenir après une vraie pagaille si n'importe quel cuidam monte sur une toile ou commence par dénoncer n'importe quoi sans apporter un petit document. Bon, en fait, pour le cas du Togo, alors oui, effectivement. On est sur la question sénégalaise. Je sais pas en venir. Sûrement, il a des preuves à démontrer. Voilà, il a des documents à nous apporter. Oui, ce que Sana et Samuel vous dit, c'est vrai, on n'est pas rémunéré. Hein, donc, on s'en plaint toujours. C'est vrai. Voilà, mais on ne le dit pas parce que c'est une question de courtoisie vis-à-vis de la chaîne télé. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. En tout cas, pour ce que je sais, nous ne sommes pas rémunérés. Maintenant, pour le cas que tu as donné, il faut faire attention. C'est-à-dire, si la loi, une telle loi comme ça avait été votée au Togo, le monsieur dont on parle ne serait peut-être pas en exil. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu un de ses collègues qui aurait perdu la vie après avoir fait la prison. Donc, le problème qu'il y a avec les pays qui n'ont pas cette loi-là, c'est qu'on va avoir des lanceurs d'alerte qui vont alerter, mais qui en réalité n'ont aucun cadre pour présenter les preuves qu'ils ont. Ce que le gouvernement sénégalais... Oui, mais ce que vous dites est très intéressant, Russe. À quel moment on alerte? Est-ce qu'on n'alerte pas lorsqu'on a un commencement de preuves qu'on peut montrer pour dire j'ai des preuves, en tout cas un début de preuve, voilà pourquoi je parle? Oui, en fait, alors je donne un exemple banal. On avait le cas de Mediapart et de ceux qui se sont exilés en Russie, ainsi de suite. Le monsieur, il prend les médias, il lance une alerte. Donc l'alerte, en fait, il lance une information. L'information crée des remous,
et maintenant on lui demande les preuves de ces informations. Sauf que le monsieur, il est en exil. Oui. Donc les preuves de ces informations, celles qu'il fournit, même les preuves sont contestées par les personnes qui les dénoncent. C'est la raison pour laquelle on lance un mandat d'arrêt et on dit il faut le rapatrier. Je pense que vous parlez d'Edward Snowden. On a eu le cas de Snowden, on a eu le cas d'un autre monsieur dont le nom m'échappe, ainsi de suite. Et Snowden s'est retrouvé en Angleterre. Jusqu'à présent, on le pourchasse pour cela. L'autre monsieur... Oui, Snowden, c'est en Russie. L'autre de l'Angleterre, c'est le gars de Wikileaks. Il me semble. Voilà, exactement. Donc, par exemple, ce sont des exemples. C'est-à-dire que les preuves même qu'ils avancent, qui étaient censées les élargir, sont même contestées. Bon, ce qui est intéressant dans le cas du Sénégal, c'est que le Sénégal met un cadre qui permet à ces lanceurs d'alerte-là, lorsqu'ils alertent, de présenter les preuves, même sous couvert d'anonymat. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont le faire, le piège qu'il y a dedans, c'est que si vos preuves ne sont pas... ne sont pas pertinentes, on va vous attaquer. Mais on vous laisse au moins la chance de mettre à disposition des preuves sous une juridiction qui en fait se veut indépendante. Donc je trouve que ça c'est intéressant parce que on laisse une fenêtre aux gens pour leur permettre de pouvoir fournir les preuves de ce qu'ils avancent, mais pire en fait, de façon sournoise. On dit aux gens, mais si vous n'avez pas les preuves et que vous faites un lancement d'alerte, vous allez être attaqué pour calomnie. Nous, dans notre cas, on n'a même pas encore le cadre qui permet à un lanceur d'alerte de fournir des preuves. Je me rappelle qu'il y a une année, c'était quelque temps avant l'élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est l'élection, je pense que ça doit être l'élection présidentielle de 2015. Oui, de 2015, avant l'élection de 2015, ce que l'on a fait, c'est qu'on a lancé ici une consigne qui empêchait les gens d'envoyer des informations via WhatsApp ou via le net. Conséquence, toutes les informations, tous les lanceurs d'alerte qui étaient à l'intérieur du pays, qui pouvaient envoyer des photos, qui pouvaient envoyer des messages, qui pouvaient dire « Ah, voilà, telle région, là, attention, il y a eu telle chose qui se sont prononcées. Il y a telle chose qui sont arrivées. » On a bloqué. Du jour au lendemain, les gens ne pouvaient pas. Parce que le monsieur, je me rappelle à l'époque, ça devait être, je crois si je me trompe pour me corriger, c'était un journaliste qui a dit à un moment, oui, voilà, ben dans la région d'Atapamé, dans l'intérieur du pays, il y a eu tant de blessés. Mais on l'a rebastillé. C'est vrai, si tu vois. Donc le souci, c'est que, oui, on peut reprocher à des personnes de donner de l'information sans fournir les preuves. La question est de savoir, est-ce qu'elles bénéficient d'un cadre qui leur permette de fournir les preuves sans mettre leur vie en danger, sans mettre leur fournisseur de... les sources. Leurs sources en danger, et ainsi de suite. C'est là le souci. Voilà. Alors, oui, justement, parce que c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Oui, c'est un couteau à double tranchant, effectivement, parce que vous savez, on aura beau instaurer un cadre légal. Je vais vous citer un exemple dont je ne vais pas nommer le pays, parce que j'étais vraiment au cœur de cette dénonciation. C'est un individu qui est au courant de certains faits, qui triche un peu l'administration fiscale. Il s'est présenté, il donne des preuves, parce que il a travaillé au sein de la société, il donne des preuves. Il est reçu, parce qu'il y a un numéro anonyme prévu pour les dénonciations. Il est reçu par le directeur de l'audit. Il donne des preuves. Et en ce moment-là, il avait toujours certains collègues, parce qu'en temps, lui, il a quitté la boîte, il avait toujours certains collègues qui pouvaient lui permettre de faciliter les recoupements pour qu'on... Est-ce que vous savez que nuitamment, les preuves ont été disparues de la boîte en question? D'accord. C'est là où ça fait peur. C'est-à-dire qu'on aura beau instaurer un cadre légal, lorsqu'il y a la connivence si les gens ne coopèrent entre les personnes, mais c'est voué à l'échec. Maintenant, vous avez donné un exemple sur lequel je ne pourrais pas me taire. C'est l'exemple de cette personne qui serait décédée après. Non. Est-ce qu'elle ne serait pas plutôt décédée parce qu'elle a investi dans le système de trading et qu'elle a tout perdu? On a des informations. Donc, je pense qu'il y a certaines choses, il faut éviter de s'avancer là-dessus. Il y a beaucoup de personnes
qui sont sortis de prison, ils n'ont rien eu. D'autres ont subi les séquelles. Mais il y a d'autres, ils sont morts parce qu'ils ont investi massivement dans le système du trading. Ça s'est effondré. Bon, le système n'a pas supporté. Ils ont fait des arrêts cardiaques aussi. Bon, tant que la famille ne nous dit rien, on va parler. Heureusement qu'on n'a pas cité de nom. Maintenant, en revenant justement aux lanceurs d'alerte, le Sénégal, je l'ai dit, c'est 2 lois, parce qu'il y a la loi qui protège les lanceurs d'alerte, mais il y a la seconde qui garantit l'accès à l'information, et c'est important, les 2 vont de pair. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis très, disons, très sur la question de l'archivage de nos données, de l'histoire de nos constructions et donc de l'accès à l'information. Parce que, je donne un exemple, vous êtes journaliste, il n'y a pas de sens à ce que vous ne puissiez pas accéder à une information que vous devez traiter, analyser et rendre. Ça n'a pas de sens. Et le plus ridicule, c'est le fait d'avoir parfois l'impression que ceux qui sont à l'extérieur ont plus d'informations que nous sur notre propre pays. C'est-à-dire, vous allez vous lever, vous allez vouloir accéder à un certain nombre de chiffres au niveau du ministère, au niveau de nos banques. Vous ne les aurez pas. Le premier monsieur qui débarque du média international, à peine limite il se déplace même pas. Les informations, on les lui envoie, il les reçoit. Et donc oui, pour moi, je trouve qu'il y a des informations, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être publiques et qui doivent permettre aux acteurs de la société civile et plus largement aux populations d'embrasser pleinement la construction du pays. C'est-à-dire que les informations, par exemple, qui vont vous parvenir, vous allez les traiter de façon critique. Si, par exemple, vous connaissez, je ne sais pas moi, le budget de tel ministère et ainsi de suite, vous pouvez y donner un avis critique. Et ça va comment dirais-je, de fil en aiguille, à mon sens, agir sur la gestion de la nation. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. On peut pas continuer avec quelque chose qui n'a pas marché pour nous, c'est-à-dire une gestion opaque de l'État. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un cercle fermé, où on a l'information de rien, et où tous ceux qui sont externes à ce cercle sont condamnés à présumer. Si on demande, oui, d'accord, quel est le salaire, je ne sais pas moi, de tel ministre, on présume. Quel est le salaire du président, on présume. Quel est le budget qui a été alloué, je ne sais pas moi, à l'éducation nationale pour cette année, le nombre d'établissements qu'on doit construire, on présume. C'est-à-dire, on flotte avec une ligne rouge qui fait qu'en réalité, une fois que celui qui détient l'information voit que vous commettez l'erreur d'oublier de présumer, vous êtes frappé de sanctions. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans nos pays. C'est-à-dire, comme il n'y a pas l'information, et qu'il faut quand même avoir un avis sur ce qui se passe, les gens présument. Et le jour où ils font l'erreur de préciser qu'il ne s'agit pas de présomption, qu'ils vont avancer, oui, mais en fait, le ministère a fait, poum, c'est fini, ils sont tapés dessus. Parce que dans des pays où, disons, la rétention d'informations est une culture, il faut dire que ça complique le travail d'investigation aussi. Moi, je me rappelle, je vous donne un exemple, j'étais à LCF à l'époque, j'écrivais un article, c'est un article de rien du tout, j'avais juste besoin d'avoir officiellement le taux de réussite au baccalauréat cette année, parce que j'étais allé sur le site du ministère, le taux qu'il publiait était celui de l'année précédente. Je prends le téléphone, j'appelle le ministère, il y a une dame qui décroche, dit, vous me communiquer le taux de réussite au baccalauréat. Une information de rien du tout. Elle me dit, je dois adresser un courrier officiel. Il faut je voulais, ça. Si vous m'aviez donné la parole, j'aurais réagi sur ce point. En fait, il faut dire que nous avons la chance au Togo qu'il y a une loi qui permet l'accès aux citoyens aux sources d'information. C'est une loi qui a été votée le 30 mars 2016 et elle a été, comment on appelle ça, il y a un décret qui formalise son application en 2017. Donc, effectivement, pour avoir accès aux sources d'information, c'est vraiment codifié. Il faut adresser un courrier officiel. C'est vrai que sur votre cas, c'est banal. Ce n'est pas vraiment une information sensible qui nécessite, mais connaissant aussi la lenteur de nos administrations. Voilà. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons dépassé cette étape. 2 jours après la proclamation du bac, ces taux-là sont connus aujourd'hui. Il y a de l'avancée. Mais pour bénéficier des avancements de cette loi-là, puisqu'il y a un point focal au niveau de chaque ministère,
vous adressez ce courrier-là et elle va être instruite et les dispositions seront prises pour que vous puissiez accéder à la documentation sous couvert qu'il n'y ait pas d'éléments qui ne sont pas destinés au public. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le Sénégal vient de faire un grand pas en protégeant les lanceurs d'alerte. Et vous avez dit quelque chose d'important au début, c'est que c'est comme l'administration actuelle se donne aussi le bâton pour se frapper. Oui, bien sûr, parce que le lanceur, il n'est pas étiqueté. Oui. Donc, c'est pour ça que je trouve la décision très courageuse. C'est que elle permet aux populations de surveiller l'État. Et elle permet aussi, d'une certaine manière, à l'État de communiquer un peu sur les progressions qui sont les siennes. Permet de communiquer, avoir à disposition les informations me permet de savoir si, par exemple, je ne sais pas, le Togo a fait tel ou tel bénéfice, s'il y a eu tel ou tel nombre d'établissements construits, s'il y a eu tant d'enseignants recrutés, et ainsi de suite. Quel est le taux de réussite? Par exemple, actuellement, comme l'information devient accessible partout, même entre pays, on compare. Le taux de réussite du bac en Côte d'Ivoire, le taux de réussite du bac au Bénin. Chacun compare, parce que tout le monde a envie de voir, oui, quel est le meilleur pays dans tel ou tel secteur, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Après, oui, c'est-à-dire, pour moi, il faut qu'on sorte de l'État qui réussit tout. Il faut ouvrir le débat. Il n'y a aucun État qui réussit tout. Donc, oui. Nul n'est fait une faillite d'ailleurs. Et donc, c'est tout à fait normal, si l'État fait quelque chose, d'avoir des lanceurs d'alerte, d'avoir des journalistes, d'avoir des analystes qui disent « ça, c'était pas bien, on n'est pas d'accord. Celui-ci, dans l'appareil d'État, a mal fait, mais il faut le changer. » Ou bien, comment dirais-je, tel investissement n'était pas... Je vois pas, en fait, ce qui me gêne, je ne vois pas la chose qui est extraordinaire à le faire. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez dit aux populations que vous alliez faire, je ne sais pas moi, la route du quartier A au quartier B, c'est vous qui avez fait l'annonce. Vous avez mis un gros écriteau, vous avez placardé, vous avez mis les différentes associations, les différents organes qui doivent procéder au travail. Au bout de, je ne sais pas moi, 1 an, 2 ans, les gens eux-mêmes, ils voient que la route, elle est défectueuse. Mais où se situe le problème qu'un journaliste, qu'un lanceur d'alerte, et ainsi de suite, interpelle sur le milliard qui a servi à rien? Les gens le voient. Et donc, à un moment, oui, ça vous permet de valablement poser la question de savoir, mais pourquoi l'argent comment dirais-je, du contribuable a été mal utilisé? Mais c'est normal. Limite même, ça vous protège. Parce que vous avez chargé quelqu'un pour ça. Donc, par conséquent, si le travail n'est pas bien fait, il y a d'autres personnes qui estiment être valables, comme ils le font au Rwanda. Au Rwanda, je pense qu'ils ont pris dans les paradigmes rwandais où il y a une tradition où le ministre ou l'homme du gouvernement vient promettre de réaliser un certain nombre de projets sous couvert de la tradition. Lorsqu'il ne remplit pas son cahier de charge, il saute. C'est même pas, il n'y a pas de débat dessus. Quand il saute, on met quelqu'un qui est valable. Moi, je vois pas on a énormément de personnes qui, si on leur demande, êtes-vous capable de faire la route du quartier A ou au quartier B, ils vous diront ils sont capables. Mais il faut en profiter. Donc, il faut sortir de la gouvernance opaque. Il faut sortir de l'information qu'on ne doit, par exemple, je donne l'exemple que tu as donné, il est totalement de chez nous. C'est-à-dire même la dame à qui tu as téléphoné et qui a l'information ne préfère pas la donner parce qu'elle se dit si je la donne, demain si on te demande qui a donné l'information et que tu dis que c'est elle, elle aura des ennuis. Donc elle a l'information, elle te dira non mais oui, écris la lettre. Donc il faut encore connaître quelqu'un, un proche du ministère qui sous la table va te dire non mais tu sais au fait le résultat du bac c'était tel pour... En fait à un moment voilà, il faut sortir. On va passer au dernier sujet maintenant, le Togo. Nous sommes le 30 août 2025 et ce 30 août rappelle ce qu'on a qualifié d'appel historique lancé par le feu président général Eyadema le 30 août 1969 à Palimé. Cet appel historique donnera naissance au Parti Rassemblement du peuple togolais,
lequel parti a laissé la place aujourd'hui à l'Union pour la République, mais on peut dire un peu que les idéologies sont les mêmes. Unir les Togolais pour développer le pays. Zana Sadio, est-ce que cet appel était si historique que ça? Qu'est-ce qui en fait l'historicité? Non, je crois que le 30 août, ce n'est pas que ça. Il faut rappeler que c'était le 30 août 1956 que la République autonome du Togo a été proclamée. Donc, c'est une date qui a double valeur historique pour nous. Et vous verrez que ce n'est pour rien d'ailleurs que demain, justement, à Kbalimé, dans le cadre des commémorations des 20 ans du décès de Yadema, il y a une série d'événements scientifiques, une conférence, ce samedi. Oui. Ce samedi, d'accord, ce samedi, qui est en train d'être organisé en ce moment où nous parlons pour essayer de retracer le parcours de l'homme. Et je crois que le lieu est bien choisi puisque c'est bien là-bas que, en ce jour, le 30 août 1969, cet appel a été lancé. Appel, n'est-ce pas, pour fédérer toutes les tendances du pays dans un seul creuset qui est appelé à réfléchir sur le développement de la nation. Et je crois que ce genre d'initiative, à cette époque, c'était à la mode. C'était le parti unique dans beaucoup de républiques naissantes. C'était un peu l'idéologie du communisme ici ou ailleurs. Mais je crois qu'avec les vents de l'indépendance des années 90, ce paradigme a été balayé de revers. On a appelé au multipartisme et ça a donné lieu à beaucoup de crises dans beaucoup de pays. Les pays anglophones, eux, ils s'en sont bien sortis. Ils s'en sont bien sortis parce que ce n'était pas le même mode d'administration des colonies. Et malheureusement, nous, les pays francophones, on patauge un peu dedans. Et justement, c'est dans cette foulée que le parti Rassemblement du peuple togolais est né. À un moment donné, grâce à la vision de l'actuel président du Conseil, dès qu'il a pris le pouvoir dans les années 2005, il a pensé qu'à un moment donné, il faut que les systèmes, les partis politiques puissent s'adapter à une nouvelle dynamique. À cette dynamique où il fallait s'ouvrir à plusieurs tendances. Union pour la République, vous verrez que c'est parti du RPT, mais à un moment donné, unir à intégrer plusieurs autres formes de pensée. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à cette date où ce débat est d'actualité. Est-ce que nous allons continuer par nous quereller sans poser le vrai débat sur ce qui relève de l'intérêt de la nation? Aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. C'est devenu la mode de raconter, de lancer des appels que moi, j'estime parfois farfelus. J'assume mes propos, je suis en mesure de les démontrer. Est-ce où se trouve en réalité le débat sérieux sur le développement de notre pays? Où est-ce que c'est posé? À partir de quand on peut commencer par réfléchir? On peut utiliser peut-être les canaux modernes de communication et de transmission de l'information pour parler de choses sérieuses. Est-ce qu'on est condamné à rester dans le sensationnel, dans le vulgaire et parfois dans l'irréel, dans l'absurde pour s'attirer peut-être des vues, des followers? Moi, c'est des questions que je me pose depuis un certain moment. Oui, peut-être ça avantage certains parce que il y a certains réseaux sociaux qui permettent la monétisation des comptes. Le fait d'être vulgaire, à force de dire beaucoup de choses sensationnelles, oui, ça attire la masse. Mais à un moment donné, est-ce que cela permet d'avancer le pays? Est-ce que cela va dans l'intérêt? Est-ce qu'on pose vraiment les débats sérieux? Est-ce qu'on ne veut pas utiliser ces canaux pour conscientiser, pour analyser, pour proposer?
C'est des questions que moi je me pose toujours. Et je reste toujours dans mode interrogation. Nous parlons d'abord de cet appel dit historique, lancé par Eyadema en ce moment. Et Zana l'a rappelé, on était dans un vent où parti unique un peu partout, c'était un peu la mouvance. Est-ce qu'on peut considérer justement cet appel lancé par Eyadema comme, on peut le considérer lui-même comme l'homme de son temps ou c'était juste le suiveur? Alors, mettons que il a adopté une méthode qui lui permettait de gérer le pays de façon plus pragmatique. Et il n'était pas le premier à l'avoir adopté. Après, ce n'était pas... c'était singé sur les apparats du communisme, mais pas sur la pratique communiste elle-même. Mettons que, bon, moi, de façon résumée, j'appelle ça la chefferie africaine fantasmée, mais qui en fait est une projection coloniale, une projection de la gestion médiévale que l'on faisait des États européens à l'époque, c'est-à-dire un roi omnipotent qui décide de tout, ainsi de suite, alors que nos chefferies à la base étaient collégiales. Et lorsque Mobutu revient avec la mode de l'authenticité, du parti unique qui est censé fédérer toutes les énergies, les mettre dans le même creuset et ainsi de suite, on se serait attendu à quelque chose qui ressemble justement à ce qu'on a pu voir du côté de la Chine avec le PCC, où effectivement on a toutes les tendances du peuple qui sont représentées, même on a des franges critiques comme les franges des scientifiques et ainsi de suite qui existent, mais c'est pas ce qui s'est fait. Ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvé avec un État qui est mis au service d'un homme, et donc un homme qui décide de tout sans pour autant avoir un avis critique en face. C'était pratique parce que s'il avait fallu rester dans le modèle proposé par ses prédécesseurs, en l'occurrence Olympio, Grunitzky et bien d'autres, c'est un modèle qui a le défaut d'être, si vous voulez, très critique intellectuellement. Donc vous vous retrouvez avec une pléthore de personnes diplômés ayant des capacités qui passent leur temps à s'affronter sur un certain nombre de joutes avec des termes qui parfois ne sont pas accessibles à la masse. Là, on était dans une époque, les années 60, où les masses n'avaient pas la culture de maintenant et où on résumait tout en disant « Ok, c'est le chef, c'est le patron ». Et donc, tout le monde doit suivre le chef et le patron. À partir de ce moment-là, la dynamique du pays est celle du patron. La dynamique de Houphouët, qui était un intellectuel, qui était un cadre français, qui était un cadre de l'AOF et ainsi de suite, un président de parti avec le RDA, ainsi de suite, sa dynamique, ses projections avaient une certaine grandeur, et donc il a fait grand quand il a fait Abidjan. Vous prenez Mobutu, sa dynamique était particulière, il a fait en fonction de sa dynamique. Vous prenez Bongo, ça a été à peu près la même chose. Et ainsi de suite, et chacun a fait selon la projection qui était la sienne. Donc par conséquent, le parti unique était commun à plusieurs pays, mais les hommes n'étant pas différents, les pays ont eu des développements qui n'étaient pas le même. Donc le développement de la Côte d'Ivoire n'a pas été celui du Togo, le Togo n'a pas été celui du Zaïre, le Zaïre ça n'a pas été celui de la Centrafrique. Ce que Bokassa s'est permis en Centrafrique, Eyadema ne se l'est pas permis, mais ce que Eyadema s'est permis au Togo, Houphouët l'a vu différemment. Donc ainsi de suite. Et malheureusement, à mon sens, c'est un Rubicon qui, mettons, n'a pas avantagé les pays, parce que justement, c'est le mécontentement de cette période-là qui a amené la crise des années 90. Alors, généralement, pour faire court, lorsque les chefs d'État instaurent le parti unique dans les années fin 60-70, en réalité, ils bénéficient d'une embellie de leurs prédécesseurs.
on vient d'hériter du système colonial. Un certain nombre de colonies ont une embellie économique, ont un certain nombre d'entrées, on est dans l'économie de rente et ainsi de suite et tout ça. Sauf que lorsque ces présidents prennent le pouvoir, cette embellie-là leur permet d'accéder au crédit. Et les crédits vont en user, sans avoir la déontologie qui permet d'organiser, de structurer l'État de façon efficiente et d'avoir des bénéfices. Donc, très vite, au bout de 10 ans, c'est la crise. Et c'est la crise des années 80. C'est pour ça que vous allez voir dans l'histoire du Togo, en 86, il y a une tentative de coup d'État. Donc, à partir des années 80, même de façon culturelle, même quand on prenait les artistes chantaient la partout, je ne veux pas, partout, nous avons beaucoup de problèmes. Il faut dire que Horus est un ancien artiste de la chanson, un rappeur. Et tous les artistes chantaient ça. On appelait ça la conjoncture. Donc à partir des années 80, on dit conjoncture, crise économique. Et c'est cette crise économique-là qui montre en exergue un état-providence qui en fait n'existe pas, où les gens se retrouvent au chômage, où le FMI vient apposer les programmes d'ajustement structurel qui va planter le décor des années 90. Donc, si vous voulez, le parti unique que l'on voulait et qu'on a vanté en disant c'est un creuset, les peuples vont se retrouver, on va pouvoir discuter, on va pouvoir ne pas être partisan, parce qu'il y a une vérité, il faut être honnête. Lorsque le colon vient, il fait quelque chose de vicieux, c'est que les premiers rassemblements qu'il autorise sont d'ordre ethnique. Et beaucoup de ces partis, de ces rassemblements ethniques deviennent des partis politiques. C'est la raison pour laquelle vous allez au Congo, vous avez des partis qui étaient, on n'avait qu'une seule ethnie à l'intérieur. Donc oui, on dit on va faire un regroupement, on va essayer de mettre... Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un homme omnipotent avec des lieutenants qui sont de diverses régions. Et maintenant, ces lieutenants qui sont de diverses régions sont censés, comment dirais-je, il y a un terme, phagocyter leur population. Donc du coup, quand vous allez dans nos familles respectives, à l'époque, si vous voulez accéder à un poste, il faut passer par le tonton oui, qui est du gradé au sein du parti. Le référent. Alors justement, quand on... j'ai laissé un peu le temps pour que vous présentiez le contexte. Quand on prend tout cela en compte, Zana Sadio, et quand on parle aujourd'hui d'appel historique, 1969, on rentre dans les années 70, ça marche plus ou moins bien, 80 crise. Alors, finalement, il y avait quoi d'historique? Est-ce qu'il a réussi à rassembler les gens? Permettez-moi de recontextualiser. Pourquoi il y a eu crise à cette époque-là? Moi, je pense aujourd'hui, il y a des débats géopolitiques comme on est en train de mener aujourd'hui concernant surtout les pays de l'AES, certains pays qui décident de s'affranchir, qui étaient des débats d'actualité de l'époque où on est en train de parler. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, cette manière de s'aligner derrière une vision, ça n'a pas fait peur, à tel point que des personnes, ils ont décidé d'introduire prématurément, d'exporter vers chez nous ce qu'on appelle la démocratie, sachant qu'en ce moment-là, comme l'a si bien dit Horus, il n'y avait pas cette culture, cette éducation qui permettait d'assimiler ce genre de choses. Au même moment, pour créer une atmosphère explosive, on nous impose des programmes d'ajustement structurel. Rappelez-vous avant, parce que nous on a fait de la gabegie financière. Qu'ils ont cautionné. Est-ce qu'ils ne l'ont pas cautionné? Oui. Est-ce qu'ils ne l'ont pas cautionné? Rappelez-vous ce que Sankara a dit à un moment donné. Ils ont investi, ils ont joué, ils ont parié, ils ont perdu. Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cautionné? Est-ce qu'ils n'ont pas poussé vers ça? Est-ce qu'ils avaient posé, je vais terminer s'il vous plaît, est-ce qu'ils avaient mis les garde-fous? C'est des questions. Ils savaient. Donc c'est pour dire, au même moment, on impose des programmes d'ajustement structurel. Ou, comment on appelle, du coup, l'eau qui était distribuée gratuitement aux bonnes fontaines, on coupe ça. On dévalue le franc CFA. Ce genre de choses, est-ce que ce n'était pas de nature à saboter
cette vision dans laquelle tout le monde pouvait se retrouver. Certes, on ne peut pas nier, il y a eu des excès qui ont conduit à beaucoup de choses, mais est-ce que l'objectif, ce n'était pas de créer cette situation-là pour nous enliser davantage? Ce débat s'est mené ailleurs. Dans mon cursus universitaire, j'ai eu à présenter quelque chose de semblable là-dessus. Je crois que c'était vraiment un sabotage de nos économies. C'était fait à dessein pour nous déstabiliser, sachant que si on créait ce débat-là et qu'on instaurait ces éléments-là, mais déjà même sur la question ethnique, on allait se rentrer dedans, combiné à beaucoup de ces programmes-là qui ont asphyxié les gens, qui ont vu la dévaluation du franc CFA, qui a réduit le pouvoir d'achat de la population. Est-ce que ce n'était pas fait à dessein pour nous créer, pour saboter les économies? Alors, donc pour moi, la vision en soi, de se retrouver dans un creuset, mais c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, on nous a mis les bâtons dans les roues, on a créé des conditions pour que ça échoue. Et ça a échoué. Mais aujourd'hui, je suis heureux de remarquer qu'il y a des pays qui prennent aujourd'hui leur destin en main avec courage. Et à ce titre, je tiens à saluer quand même les pays de l'AES sur ce plan. D'accord. Oui, c'est-à-dire la précision, je voulais revenir sur ce que j'ai dit au début parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, je dis, les gens ont créé le parti unique et sont devenus omnipotents en singeant sur un amalgame fait par le colon. C'est-à-dire un amalgame d'une société africaine, d'une royauté africaine qui, en fait, serait à l'image de la société médiévale européenne. Je m'explique. La royauté africaine, elle est collégiale. Elle est collégiale. Si vous allez dans une chefferie africaine, c'est pas parce que vous êtes le plus riche ou vous avez les plus gros champs, ainsi de suite, que vous allez manquer de respect aux notables et aux rois. Cela n'a aucune implication. Cela n'a aucune implication. Si vous devez, par exemple, mener une bataille, vous devez en aviser les notables et les différents clans, parce que ce sont eux qui vont vous fournir les hommes. C'est la raison pour laquelle il y a le passage initiatique de toute la classe d'âge. La relation occidentale est totalement différente. Est totalement différente. La relation occidentale, on vous dit clairement que, et d'ailleurs c'est pour ça il y avait la royauté et généralement le clergé, c'est qu'on vous dit que le roi est l'émanation de Dieu, et donc par conséquent vous devez être assujetti à la classe dirigeante. C'est la raison pour laquelle la révolte européenne a été violente. Je rappelle que les rois Louis XVI, les épouses et tous les partis, ils ont été décapités. Parce que justement, à un moment, les peuples ont dit, on ne veut pas de cette souveraineté omnipotente qui brise les populations. En Afrique, nous avions des souverainetés qui ne brisaient pas les populations. C'est la raison pour laquelle vous allez chez les Bijagos, vous avez des femmes qui géraient. Vous allez chez les Nuer et les Dinga au Sud-Soudan, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de roi. Mais vous ne pouvez pas affronter un Nuer ou un Dinga. Il va vous dégommer. Et donc, le souci, c'est que le colon, lorsqu'il arrive, il applique à l'Afrique son imaginaire de la chefferie et de la royauté. C'est la raison pour laquelle on a eu le problème rwandais, où une société qui est totalement paisible, on l'a maintenant stratifiée selon l'imaginaire européen. Et donc, lorsque nos chefs d'État récupèrent le parti unique et que maintenant, ils ont la projection du chef, la projection du chef est une projection qui est arc-boutée sur l'imaginaire occidental de la royauté africaine qui veut que celle-ci est omnipotente, elle est toute puissante. Quand le chef dit on ne parle pas, c'est faux. Et c'était parti pour ne pas marcher. Alors, je termine avec cette dernière. Soundiata Keïta ne peut pas gérer tout le Mali s'il n'y a pas un grand Fouga ou à un moment, il a l'assentissement des autres rois. C'est impossible. Alors maintenant, il nous reste encore très peu de temps. Ceux qui, j'ai envie de dire 20 ans après le décès de Yadema, remettent au goût du jour ce genre d'appel, est-ce qu'il y a une nostalgie? Non, je ne pense pas que ce soit une nostalgie. Je pense que c'est un retour. Un retour, c'est le fait de perpétuer sa mémoire, quoi qu'on puisse le dire. Est-ce qu'on a besoin de ça?
Je pense que... J'ai l'impression qu'il y a des moments un clan qui veut finalement imposer cette mémoire à tout un peuple. On peut retourner la question de savoir que est-ce qu'on doit effacer la mémoire du père de la nation. De toute façon, l'aéroport porte son nom, il y a beaucoup de rues qui portent son nom. Mais quand même, c'était un homme qui a laissé une histoire et cette histoire doit être connue, doit être perpétuée, doit être transmise aux générations actuelles. Horus, vous pensez que c'est la bonne méthode de la rabâcher comme ça dans les oreilles des gens? Et il y a des mains comme si c'était finalement une rivière rosée sous son époque? Non, sur cette approche-là, je ne suis pas d'accord, mais par contre, oui, je partage le fait que, quel que soit ce qui est arrivé dans le pays, il faut l'archiver, il faut en faire l'histoire, et il faut transmettre cette histoire de façon à ce que ça là ne se répète pas. Je vais donner un exemple. Nous sommes en 2025, nous sommes à 35 ans des événements de 90, des événements qui encore aujourd'hui meublent l'actualité politique, sociale du pays. C'est ça. Mais il n'y a aucune transmission sur la conférence nationale. C'est ça. Si moi j'ai envie de regarder la conférence nationale du début à la fin, je ne sais pas où la trouver. Il n'y a aucune transmission sur les différents acteurs. En réalité, même si vous descendez, vous prenez un jeune garçon, une jeune petite du primaire, voire du collège, vous leur demandez c'est qui Adema, il ne sait pas c'est qui. Donc, moi je trouve qu'il faut un travail franc, dire ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, moi je vais vous donner un exemple banal. Vous allez dans le système français, Révolution française, il ne cache pas. Le massacre de la Sainte-Barbe, il ne cache pas. Il ne cache pas. On a décapité Danton, il ne cache pas. L'échec de la Première République, c'est-à-dire 10 ans après la Révolution où Napoléon fait son... Il ne cache pas, il montre. Mao Tse-tung, comment dirais-je, la révolution culturelle et ainsi de suite. Mais ils ne cachent pas. Ils vous disent clairement, non, voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, et ainsi de suite et tout ça. Et pour revenir à votre question, il y a eu, je me rappelle, un conflit d'ailleurs à l'époque entre, c'est une anecdotique, entre la Chine et la Russie. La question portait sur quoi? Sur exactement un peu ce qu'évoquait Sana de façon fluide. Alors, les Chinois trouvaient qu'il ne fallait pas déstaliniser. Et les Russes disaient non, Staline, il faut déstaliniser. Donc ils ont levé les portraits, ils ont déstaliniser. Et les Chinois disent non, vous ne devez pas déstaliniser. D'où les Chinois ont fait une pratique différente. Xi Jinping, qui est président maintenant, ses parents, on les a mis dans les camps. On a arraché la richesse de ses parents, on a mis les parents dans les camps, on a mis Xi Jinping dans un camp de redressement. Xi Jinping s'assoit actuellement, il y a le portrait de Mao dans son dos. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renié. Deng Xiaoping, on a pris son fils, on l'a jeté d'un étage. Le petit a fini handicapé. On l'a mis pendant 10 ans, on l'a écarté. Mais quand il fait son truc, il sait que non, il y a l'héritage de Mao. Il y a le bon de cet héritage, il y a le mauvais de cet héritage. D'accord. La Russie, elle a déstalinisé. Après, on est arrivé à Gorbatchev. Après Gorbatchev, on a eu le déclin, on a eu Boris Eltsine, et maintenant on a Poutine. Merci, Horus Tonkovi. Le temps est parti, malheureusement. Merci, Zana Sadio. Et merci à tous d'être restés avec nous. On va se retrouver le samedi prochain.